Lorsque j'étais en Chine, j'ai fréquenté une première église et j'ai cru en Jésus-Christ. Ensuite, j'ai rencontré d'autres pasteurs et ils voulaient tous que je reste dans leurs églises. Ça m'a troublé. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de croire. Séoul, Corée du Sud, 10 millions d'habitants, 20% de protestants. Chaque dimanche, des milliers de fidèles en transe. Et pour les encadrer, une armée d'évangélisateurs. 16 000 en tout. C'est le contingent le plus important après celui des États-Unis. Avec 2 cibles prioritaires, les pays musulmans, les 23 missionnaires sud-coréens pris en otage cet été en Afghanistan étaient de ceux-là. Bilan, 1 mois et demi de captivité et 2 morts. Deuxième cible, la plus importante, la Corée du Nord. On aide les Nord-Coréens dans le but de les évangéliser. Tout est dans l'évangélisation. La Corée du Nord peut être la dictature la plus féroce de la planète. Une prison à ciel ouvert que tout un peuple chercherait à fuir. Proie facile pour les évangéliques, pour ceux qui veulent remplacer Kim Il-sung par Jésus-Christ. Sur cette vidéo tournée en Chine, des Nord-Coréens tentent de se réfugier dans une ambassade. Ce sont les brebis du pasteur Chon, filmées par ses soins. Le pasteur Chon, c'est lui, le champion des évangélisateurs sud-coréens, l'allié des néoconservateurs américains. Il revendique 600 âmes arrachées aux griffes du dictateur du Nord. Il a déjà fait 7 mois de prison à Pékin pour avoir organisé ces désertions-conversions. Si j'avais à choisir entre donner à manger aux réfugiés et les évangéliser, je choisirais l'évangélisation. Car c'est ça la vraie nourriture dont ils ont besoin. Avant d'évangéliser, il faut d'abord exfiltrer les réfugiés de Corée du Nord. Ça se passe ici, sur les rives du fleuve Tumen, gigantesque frontière naturelle entre la Chine et le pays de Kim Il-sung. Nombreux sont ceux qui périssent en tentant l'aventure. Arrivés en Chine, ils sont toujours en danger de mort. Au moindre contrôle, ils seront renvoyés de l'autre côté de la frontière, direction les goulags nord-coréens. Les réfugiés sont cachés dans des abris clandestins. C'est là que commence le travail d'évangélisation des quelques 3000 pasteurs sud-coréens installés dans la région. Leurs moyens sont illimités. L'administration Bush a ainsi offert 24 millions de dollars à ces associations. Les réfugiés n'ont pas le choix. Ils n'ont pas la possibilité de refuser l'évangélisation. En ce sens, c'est vrai qu'on les force. Mais je pense que c'est une opportunité pour eux de découvrir Dieu. Après l'évangélisation, commence le rapatriement des réfugiés vers la Corée du Sud. Dans chaque réseau, tout est minutieusement mis au point, étape par étape. Faux papiers d'identité, transport, des opérations qui durent des mois, coûtent des milliers de dollars et qui mobilisent des dizaines d'intermédiaires à travers toute l'Asie. Ces réseaux clandestins s'étendent jusqu'au Vietnam, l'une des dernières étapes avant la liberté pour les réfugiés. Hanoï, capitale du Vietnam. C'est là que l'un de ces réseaux nous a donné rendez-vous, dans un hôtel discret. Exceptionnellement, nous avons pu filmer les derniers moments de clandestinité de ce groupe de réfugiés nord-coréens. Ils ont tout risqué pour fuir leur pays. En Corée du Nord, on ne sait rien de Jésus. Si on parle de Dieu, on est arrêté et envoyé en prison. Il y a même des gens qui ont disparu. Tant que Kim Jong-il est vivant, il est impossible d'introduire Jésus-Christ en Corée du Nord. Ils sont arrivés le matin même, fin d'un périple de plus de 10 000 km, la Bible à la main. L'évangélisation n'admet pas de pause. Au début, quand on m'a parlé de Jésus-Christ, je n'y croyais pas. Mais à force d'étudier la Bible tous les jours, j'ai fini par croire en lui. Plus tard, j'aimerais continuer à étudier pour pouvoir devenir missionnaire. Mais la conversion à marche forcée laisse aussi quelques chrétiens en chemin. Lorsque j'étais en Chine, j'ai fréquenté une première église et j'ai cru en Jésus-Christ.
Ensuite, j'ai rencontré d'autres pasteurs et ils voulaient tous que je reste dans leurs églises. Ça m'a troublé. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de croire. Tout a déjà été organisé. L'objectif défini, l'ambassade de France. Des murs à escalader pour demander l'asile politique. Ultime précaution, des photos. Pas comme souvenir, mais pour laisser une trace, au cas où. Ces images seront une preuve qu'ils ont bien existé, qu'ils ont voulu fuir, qu'ils ont été rattrapés. Toi, tu seras le premier à escalader la grille. Puis ce sera à ton tour. Et à toi. Et à toi. Et ensuite j'irai. On va marcher naturellement, sans se presser. Et quand on passera près des grilles, on escalade très vite. C'est l'heure. Mais l'ambassade de France est trop bien gardée. La police vietnamienne est aux aguets. Trop dangereux. Direction l'ambassade d'Indonésie, l'autre cible choisie par le réseau. Dernière halte, sur le parvis d'une église proche, prière oblige. Mon Dieu, aidez-nous à franchir les grilles en sécurité. Le moment est venu, voilà l'ambassade. Pas un policier à l'horizon. En moins d'1 minute, ils ont escaladé les grilles. Ils sont maintenant en territoire indonésien. Les réfugiés ont demandé l'asile politique à Séoul. Ils devront passer 6 mois dans un bunker. Un long débriefing, la Corée du Sud ne veut pas accueillir d'espions. Pour aider les missionnaires sud-coréens, les moyens importent peu. 2007, c'est l'année de la prière pour la Corée du Nord, décret évangélique. Messe gigantesque organisée dans le monde entier, appel à l'action, appel aux dons. Pour seulement quelques euros, achetez ces vidéos de propagande distribuées par la Christian Solidarity Worldwide pour financer la cause. Take a journey to learn about North Korea. Explore the lives of Christian children in a communist country. Ce matin, le pasteur Chon a présenté à ses fidèles sa dernière recrue nord-coréenne, tout sourire. Mais la réalité, c'est que sur les 600 âmes qu'il a sauvées de la dictature communiste, rares sont celles qui fréquentent encore les travées de son église. Quand on arrive en Corée du Sud, on découvre la liberté et une vie qu'on n'a jamais eue. Le gouvernement nous donne de l'argent, une maison. Du coup, on préfère profiter de cette vie nouvelle plutôt que d'aller à l'église. Officiellement, ils sont 10 000 Nord-Coréens à avoir trouvé refuge ici, en Corée du Sud. Mais ils sont moins du tiers à se dire encore chrétiens. Pas de quoi décourager les nouveaux croisés de Séoul. Leur foi est inébranlable. Cette femme est laide, à faire peur. Tellement laide qu'elle doit se cacher quand elle se trouve en public. C'est en tout cas l'image que lui renvoie la société coréenne. Et c'est ce qu'il a décidé à participer à l'émission de télé-réalité Let Me In, Laisse-moi devenir belle en coréen. Un jour, un groupe d'enfants m'a poursuivi dans les couloirs de l'école. Ils criaient « Attrapez-la, on veut tuer la moche ». Yu Si est donc laide et veut devenir belle. C'est le pitch de l'émission. 8 jeunes laidrons seront sélectionnés pour devenir des princesses quelques mois plus tard, à coups de bistouri, rabotage d'os et autres joyeusetés chirurgicales. Le tout, bien évidemment, sous l'œil des caméras et du public. Cette année, pour la 3e saison de l'émission, 4500 candidates se sont précipitées devant les caméras de Let Me In. Pour participer au casting, c'est facile. Il faut être la plus moche, mais aussi la plus déprimée. J'aurais voulu être une épouse aimée. On me dit tu ressembles à un monstre, à un alien. Je voulais me suicider. Pleurer aide aussi beaucoup. En face des candidates, un jury de chirurgiens et de psychiatres fait la sélection. Voici le Dr Oh, le chirurgien vedette de l'émission. Il sait aussi jouer au psychologue.
Je suis d'accord que son apparence peut être un obstacle si elle veut se faire embaucher. Mais est-ce que son attitude est la bonne? Est-ce qu'elle arrive à montrer ses capacités lors de ses entretiens d'embauche? C'est l'heure de connaître les 8 gagnantes. À l'unanimité, nous avons pris une décision. Vous avez été sélectionnés. Yusi a été préférée à la suicidaire. Elle va pouvoir passer sur le billard. C'est la deuxième partie de l'émission. On avait déjà une émission de maquillage et une autre émission qui s'appelait La guerre des régimes, dans laquelle les gens obèses devaient perdre 50 ou 60 kilos en 3 mois. Mais moi, j'ai voulu rendre les choses plus dramatiques, que le changement soit plus spectaculaire. L'émission surfe sur la folie de la chirurgie esthétique en Corée du Sud. Une femme sur 5 ici serait déjà passée sous le bistouri 4 fois plus qu'aux États-Unis. Un business juteux. À Séoul, il y a même un quartier surnommé la ceinture de l'esthétique, où les hôpitaux spécialisés s'alignent les uns à côté des autres. Nous y retrouvons la clinique du Dr Oh, le chirurgien de Let Me In. Il a affiché le label vu à la télé dans le hall. Ça attire le client. On reçoit environ 80 ou 100 clients par jour. Et on a à peu près 50 ou 60 opérations chaque jour selon les saisons. On me demande parfois si je considère les personnes qui visitent ma clinique comme des patients ou comme des clients. Pour moi, avant leur entrée au bloc, ce sont des clients. Et puis quand je suis en train de les opérer, ce sont mes patients. C'est cela ma philosophie. Mais bien sûr qu'il s'agit de clients, car ils payent pour un service que je leur propose. C'est le Dr Oh qui a opéré Yusi sous les caméras de Let Me In. Il lui a cassé l'os de la mâchoire, puis l'a raboté. Une opération lourde et très risquée. Tout ça pour les besoins d'une émission de télé-réalité. Ce jour-là, la nouvelle Yusi vient le voir pour un contrôle de routine. Bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce que tu es devenue jolie. Les yeux sont aussi bien faits. Fais A. Il faudrait perdre un peu de poids. Mais ce n'est pas possible, docteur. Je fais vraiment des efforts jour et nuit. Il faut le faire. C'est la seule sortie autorisée de Yusi. C'est écrit dans son contrat. Elle a l'obligation de rester dans cet immeuble de la banlieue de Séoul pendant toute sa convalescence. Bienvenue chez nous. C'est notre appartement, c'est ici qu'on vit. Là, vous avez l'une des chambres. C'est plutôt petit. Comme on est nombreuses, on a plusieurs chambres différentes. 3 mois dans cet appartement avec les autres charcutés de Let Me In. J'avais un visage asymétrique, donc on m'a refait la mâchoire, les pommettes, le front, on m'a fait un lipofilling, on m'a refait les yeux et le nez. Voilà, c'est tout. Moi, j'avais le menton en galoche, alors j'ai eu droit à la mâchoire, aux yeux, au nez, à une réduction du front et à un lipofilling. Les candidates vivent ensemble, mangent ensemble, font leur gym ensemble, tout en étant filmées, bien entendu. Vous me faites l'exercice toutes les deux, là, juste une fois? Et dans ce Loft Story, pour Momi, il faut respecter certaines règles, à commencer par la plus importante. On ne doit pas se regarder, même pas dans la salle de bain. On ne se voit pas dans le miroir, ni non plus dans le reflet de la vitre. C'est pour attiser notre curiosité et qu'on ait la joie de se découvrir lors de la finale sur le plateau. Tout pour le suspense télévisuel, sans parler de l'ennui des douleurs post-opératoires. Mais Yusi pense que ça en vaut la peine. Bien sûr, on peut dire que mon visage d'avant avait une certaine originalité. Mais bon, je pourrais trouver une nouvelle originalité dans mon nouveau visage. Sortir du lot en rentrant dans le rang, étrange équation. En se faisant refaire le visage, ces filles vont en fait ressembler à la plupart des autres coréennes.
Il n'y a qu'à regarder les photos des candidates à l'élection de Miss Corée cette année, une succession de clones. Et c'est ce qui est recherché, l'uniformité, la recette du succès dans le pays, y compris au niveau professionnel. En Corée du Sud, les recrutements se font via des foires à l'emploi comme celle-ci, et l'apparence est l'un des critères les plus importants. On a tellement de pression dans ces entretiens, alors on fait en sorte d'être tout de suite vue comme charmante et intelligente, surtout nous les filles. C'est pour ça qu'on a recours au traitement esthétique et même à la chirurgie. Dernière émission de Let Me In, l'ex-vilain petit canard arrive comme une star. Yusi va enfin découvrir son nouveau visage 3 mois après son opération, tout comme le public. Montrez à Yusi sa transformation. Regardez ses longues jambes. Elle est étonnée, bien sûr, elle ne peut être qu'étonnée. J'ai la chair de poule. Les parents de la jeune fille ont été conviés eux aussi pour qu'ils puissent ne plus reconnaître leur fille et pleurer. Audience garantie. Gloire à la chirurgie esthétique, le show ne peut que susciter des vocations parmi les téléspectatrices en larmes. De quoi assurer une 4e saison de Let Me In et des clientes pour le Dr Oh. Yusi, elle, est aux anges. Il ne lui reste plus qu'à rencontrer le prince charmant. Ce sera probablement l'objet de la prochaine émission de télé-réalité coréenne. Que les proches de Kenneth Bae ne cachent pas quel était l'objectif de ces voyages. Il y a 5 ans, ils ont fait le voyage ensemble en Corée du Nord. Leur but, évangéliser la population locale avec comme couverture un business de détergents. Le 14 septembre dernier, Matthew Miller, un Américain de 24 ans, est condamné à 6 ans de camp de travail par un tribunal nord-coréen. Il est accusé d'espionnage et d'avoir commis des actes hostiles à l'encontre du régime. Pas plus de précision. Matthew Miller est le 3e citoyen américain emprisonné en Corée du Nord en 2 ans. Avant lui, il y a eu Kenneth Bae, d'origine coréenne, 46 ans, il est enfermé depuis 2 ans. Lui est accusé de complot pour renverser le régime et de prosélytisme religieux. Il a été condamné à 15 ans de camp de travail. Enfin, Jeffrey Fall, 56 ans, a été arrêté le 29 avril dernier. Il attend depuis 5 mois d'être jugé. Lui aussi est accusé de prosélytisme religieux. À chaque fois, les autorités sont floues sur les raisons de leur arrestation. C'est la chaîne CNN qui, le 1er septembre, recueille les dernières déclarations de ces 3 prisonniers de Pyongyang. Un peu par hasard, l'équipe de reporters couvre un match de catch en Corée du Nord lorsque les autorités locales la déroutent de son objectif. Les journalistes se retrouvent dans une chambre d'hôtel avec Kenneth Bae pour une interview exclusive et clairement orchestrée par le régime nord-coréen. J'ai besoin de l'aide du gouvernement américain. Ma santé décline depuis que l'on m'a transféré de l'hôpital vers le camp de travail. J'ai déjà perdu 7 kilos. Ça devient difficile de rester dans le camp maintenant. Dans la chambre d'à côté, il y a Matthew Miller et Jeffrey Fall, dont les interviews semblent avoir été dictées par les autorités nord-coréennes. J'ai reconnu ma culpabilité auprès du gouvernement. J'ai déjà admis ma culpabilité et présenté des excuses au gouvernement nord-coréen et j'implore son pardon. J'implore le pardon du peuple et du gouvernement nord-coréen. J'ai désespérément besoin d'aide. Des autocritiques publiques dignes des procès staliniens. Qui sont Jeffrey Fall, Kenneth Bae et Matthew Miller? Et que faisaient-ils sur le territoire nord-coréen? Pourquoi ont-ils été arrêtés? Je suis parti sur leurs traces, aux États-Unis. Voici l'église baptiste de Jeffrey Fall. Jeffrey Fall est un évangéliste accusé de prosélytisme chrétien. Un crime pour le régime nord-coréen.
On lui reproche d'avoir laissé une Bible dans un club de ce pays communiste et anticlérical. J'ai pénétré en caméra discrète dans cette église pour demander si Jeffrey a été effectivement envoyé comme missionnaire pour faire de la propagande en Corée du Nord. Il n'y a jamais eu aucun missionnaire de notre église qui soit parti en Corée du Nord. Vous n'avez jamais envoyé de missionnaire pour évangéliser la Corée du Nord? Non, la Corée du Nord a des lois et ce serait contre leurs lois. Nous ne faisons pas ce genre de choses. Je n'en saurais pas plus. La secrétaire de l'église de Jeffrey Fall me renvoie au porte-parole de la famille. À quelques kilomètres de l'église, le cabinet de Timothy Tapp, un avocat évangéliste lui aussi, désigné par l'église pour défendre la famille du prisonnier. Il nous affirme que Jeffrey est parti comme simple touriste. L'avocat préfère parler de la situation économique dramatique de ce père de famille, devenu chômeur après son arrestation. Voici Jeffrey, sa femme Tatiana et leurs 3 enfants. Jeffrey a perdu son poste à la mairie de Moraine. Il a épuisé tous ses congés payés. À la fin du mois de septembre, son contrat a été rompu. Il n'a plus de revenus et donc sa famille est sans ressources. Nous souhaitons le retour de Jeffrey à la maison plus que tout au monde. À la veille du procès de Jeffrey Fall, l'avocat reste prudent dans ses propos. Il ne veut pas le mettre en danger. L'homme risque plusieurs années de camp de travail, comme Kenneth Bay, condamné à 15 ans de goulag pour prosélytisme. Mais la différence, c'est que les proches de Kenneth Bay ne cachent pas quel était l'objectif de ses voyages. John Geisler est l'un de ses amis. C'est un évangéliste militant. Il a fondé un resto du cœur chrétien qui nourrit gratuitement 18 000 personnes. Comment ça va? Tu veux en partager avec moi? Et toi, tu veux? Toi, tu veux partager avec moi? Il y a 5 ans, ils ont fait le voyage ensemble en Corée du Nord. Leur but, évangéliser la population locale avec comme couverture un business de détergents. Avant d'évangéliser, vous devez gagner leur confiance. Pour gagner cette confiance, il fallait d'abord fabriquer et vendre ce produit ensemble. Et ensuite, on aurait partagé notre foi avec eux. Mais pourquoi aller en Corée? C'est l'un des pays les plus obscurantistes du monde. À cause de leur idolâtrie, vous savez qu'ils idolâtrent leur grand leader, comme un dieu. À chaque fois qu'il y a de l'obscurantisme religieux, il y a une crise économique. Et les gens meurent de faim et souffrent à cause de ça. Kenneth Bay est reparti plusieurs fois en Corée du Nord, mais sans son ami. La dernière fois, c'était il y a 2 ans. Cette année-là, il a été arrêté. Depuis, il croupit dans l'un des nombreux camps de travail nord-coréens, réputés pour leur dureté. Yoon Ali en a fait l'amère expérience. En 2009, cette journaliste américaine a été condamnée à 12 ans de camp parce qu'elle enquêtait sur ces Coréens qui fuient la dictature communiste. Elle le raconte dans une autobiographie. Après un mois d'interrogatoire, ils m'ont permis de faire des promenades de 30 minutes par jour. Mais le plus dur, c'était l'isolation. Il n'y avait personne pour me tenir compagnie. J'étais seule à regarder le plafond toute la journée. C'était dur. Une seule journée me paraissait durer une semaine. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis rentrée de Corée du Nord, mais je souffre toujours d'une blessure qui ne cicatrisera jamais. Après 6 mois de prison, Yoon Ali est libéré. Le gouvernement américain a envoyé Bill Clinton en personne aller la chercher. David Straub est un ancien diplomate. Il était dans l'avion avec l'ex-président. Pour lui, la situation actuelle des prisonniers américains est bien plus délicate. Aujourd'hui, Washington ne veut plus rien céder. Du point de vue américain, la Corée du Nord a pris ces 3 personnes en otage pour faire chanter le gouvernement de Washington, afin qu'il envoie des émissaires renommés sur place.
En forçant un ex-président à venir en Corée du Nord, ils satisfont leurs besoins émotionnels et politiques. Ils veulent montrer qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts. Et en libérant les otages, ils montrent leur droiture. L'idéologie officielle de la Corée du Nord, c'est que si le pays est aussi pauvre, c'est uniquement à cause des sanctions économiques américaines. Alors, je crois qu'ils veulent prendre leur revanche. Un esprit de revanche qui a sans doute coûté la liberté à Matthew Miller. Lui n'était pas évangéliste ni politisé. Plutôt un aventurier illuminé qui a déchiré son passeport et demandé l'asile politique à la Corée du Nord. Pour Pyongyang, c'est un espion américain. Des accusations absurdes au regard de son profil. Les trois hommes risquent de rester encore longtemps derrière les barreaux, et ce ne sont pas les seuls. Selon Amnesty International, il y aurait aujourd'hui en Corée du Nord 200 000 prisonniers, dont la moitié pour des raisons politiques. Calmement, elle enfile la tunique des morts et écrit sa lettre d'adieu. Maintenant, vous avez quitté ce monde pour toujours. Et Son-han, 63 ans, s'apprête à vivre l'une des expériences les plus fortes de sa vie, sa mort. Demain, elle participera à ses propres funérailles. Un enterrement factice qui a déjà séduit des dizaines de milliers de Coréens comme elle depuis quelques années. Et Son-han a l'air heureuse, mais cette chanteuse folklorique qui danse avec sa mère et sa sœur dans son salon est attirée par le suicide. Simuler sa propre mort selon elle, c'est la dernière solution pour lui faire passer l'envie d'en finir. J'ai toujours été cernée par la mort depuis que mon mari et ma petite sœur sont décédés. Je suis dans une douleur extrême. C'est pour ça que je veux essayer une expérience aux frontières de la mort. Pour vivre cette expérience, Son-han a fait appel à une agence spécialisée, comme il en existe beaucoup dans le pays. Inauguré l'an dernier, le Healing Center, traduction le centre de guérison, propose des fausses funérailles, plus vraies que nature. Le centre a été créé par l'une des plus grandes entreprises de pompes funèbres coréennes et vend ses services dans des publicités à la télévision. Découvrez une nouvelle vie grâce à l'expérience de la mort virtuelle. Retrouvez un corps sain et une vie sereine. Faites l'expérience de votre propre mort, de votre vivant, et vous découvrirez une nouvelle vie. Chose étonnante, ici les fausses funérailles sont proposées gratuitement aux clients, mais ce n'est pas totalement désintéressé. Si on organise ces cérémonies gratuitement, c'est d'abord pour améliorer l'image de notre entreprise. Les gens qui bénéficient de ces programmes ne peuvent pas dire que les pompes funèbres Yowon sont une mauvaise entreprise. Dernière étape avant le grand jour, Son-han se fait tirer le portrait. Est-ce que je dois sourire? La photo sera posée à côté d'elle. Demain, elle s'allongera dans son cercueil. En Corée du Sud, les programmes de fausses funérailles cartonnent. Le pays détient le triste record du plus haut taux de suicide de tous les membres de l'OCDE. Mourir pour de faux est pour beaucoup une solution pour lutter contre ce phénomène. Au point que des universités proposent désormais à leurs élèves de vivre l'expérience de la mort. Aujourd'hui, une centaine d'étudiants de première année s'apprêtent à participer à l'une de ces cérémonies. L'objectif de leurs professeurs, donner un sens à leur vie. Première étape, ils enfilent la tenue traditionnelle des défunts. Baignés par une musique religieuse, ils doivent ensuite écrire une lettre d'adieu à leurs proches. Beaucoup ne peuvent pas retenir leurs larmes. Prenez la bougie et ne comptez plus que sur la lumière de vos âmes. Cette rangée, suivez-moi. Laissez une distance de 2 mètres entre vous. Les ados prennent la route de leur ultime demeure dans une procession funèbre. Sur une esplanade bordée d'arbres, ils découvrent les cercueils qui vont les accueillir. Quand une personne qui se trouve dans les couloirs de la mort est sur le point d'être exécutée, elle regarde le ciel, puis le sol. Ensuite, la corde est passée autour de son cou.
Vous êtes comme eux. Regardez le ciel. Regardez autour de vous. Maintenant, vous pouvez faire vos adieux à ce monde. Sans un mot, les étudiants retirent leurs chaussures et s'allongent dans les cercueils. Pendant qu'ils sont cloîtrés dans leur boîte, des violons en musique de fond, leurs camarades lisent en public leurs dernières lettres. Tu peux te mettre dos à tes camarades. Ne t'en fais pas, tu peux pleurer. Chers parents, je pars la première. Je suis désolée de vous laisser. Mais même si je ne suis plus là, je vous en prie, prenez bien soin de vous. Le maître de cérémonie martèle les cercueils. Mais discrètement, un groupe d'étudiants s'éclipse. Même si tous étaient volontaires pour participer, ceux-là n'imaginaient pas qu'ils finiraient entre quatre planches. J'avais déjà peur de mourir. Et si on me fait penser encore plus à la mort, ça va finir par me faire vraiment mourir. Je veux dire, toute cette négativité, c'est effrayant. Dans le public, deux représentants de l'une des plus grandes entreprises de bière et d'alcool coréens. Venus en repérage, ils envisagent sérieusement d'envoyer une partie de leurs 3500 salariés dans la tombe. Je pense que ça peut vraiment aider nos employés. La principale raison, c'est qu'ils vivront de façon plus positive après avoir expérimenté la mort. Ce sera comme une nouvelle vie pour eux. Chaque étudiant peut sortir après avoir passé 10 minutes dans le cercueil. La cérémonie se termine. Une méthode qui ne convainc pas Taek-soo Jang. Il a créé il y a 5 ans une association de prévention du suicide. Il nous emmène sur le pont Mapo, du haut duquel de nombreux désespérés se jettent chaque année. Selon lui, les fausses funérailles sont une fausse bonne idée. Pour les gens dépressifs ou suicidaires, ça ne semble pas être la prescription idéale. Les gens qui suivent ce programme peuvent même être tentés par le suicide. À mon avis, ce programme n'est pas bon pour les gens qui ne vont pas bien mentalement. Mais ce genre de réserve n'arrête pas Eson-han, la chanteuse folklorique. C'est le grand jour pour elle. La procession commence dans une salle remplie de dizaines de cercueils. Calmement, elle enfile la tunique des morts et écrit sa lettre d'adieu, destinée à ses enfants et ses petits-enfants. Fermez les yeux et dites au revoir à toute chose de ce monde. Un au revoir éternel. Maintenant, vous avez quitté ce monde pour toujours. Votre respiration devient difficile. Vos intestins s'arrêtent de fonctionner. Dix minutes plus tard, Eson-han revient à la vie, convaincu, semble-t-il, par l'expérience. Oh. Quand j'étais allongée dans le cercueil, mon cœur a commencé à battre et j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Tous les conflits non résolus avec mes proches m'oppressaient le cœur, vraiment. Quand la porte du cercueil s'est ouverte, j'ai pensé que j'allais vivre une vie pleine d'espoir. Les businessmen des fausses funérailles espèrent un avenir radieux. Si ces services sont déjà très courants en Chine, ils souhaitent exporter leur concept vers le Japon, puis l'Europe. On ne peut pas s'amuser. Échauffement, muscu, chorégraphie et chant. Comme les autres groupes de K-pop, les trois filles subissent un entraînement intensif. La coréenne Lise souffre d'une déchirure musculaire à la jambe, tandis qu'Olivia s'est abîmée la cheville. C'est l'un des hommes les plus célèbres du monde, l'homme à la danse du jockey. Près de 2 milliards d'internautes l'ont vu chevaucher sa monture imaginaire. Psy est son nom.
Même le secrétaire général des Nations Unies s'y est mis. Psy fait de la K-pop, de la pop coréenne. Qu'est-ce que c'est? Des filles et des garçons coréens qui se trémoussent en chantant sur de la musicomètre avec une pincée de kitsch et qui font se pâmer les adolescentes, en gros. La K-pop fait un carton en Asie, en allant notamment chercher des chanteuses hors de ses frontières, en Chine, en Thaïlande, ou des artistes d'origine coréenne. Mais cette année, pour la première fois, un groupe de K-pop a engagé une occidentale. Salut, je suis Olivia et je suis française. Une Française donc. Olivia Ritt, 23 ans, a été exfiltrée de sa Normandie natale pour rejoindre la Corée. C'était en décembre dernier. La brunette ne parlait pas un mot de coréen et n'avait jamais mangé de poulet vapeur à la façon Handong. Tu vois, c'est du potiron, du poulet et des pommes de terre. Et ça, c'est du pa, du poireau coréen. Avant de connaître le poireau coréen, Olivia la provinciale a vécu des années de galère à Paris en enchaînant les castings des émissions à la mode, The Voice, la Starac, la Nouvelle Star. Elle se retrouve même à l'antenne de la chaîne régionale IDF1 pour l'émission Vous avez du talent. Avant d'être repérée sur un site de casting français par les producteurs coréens de The Gloss. Nous sommes au nord de Séoul, dans le studio de répétition de la société MGMC. C'est ici que s'entraînent Olivia et les membres de The Gloss. Mettez-vous en place avec vos tapis de sol pour le stretching. Et on arrête de rigoler. On peut quand même s'amuser. En fait, non, on ne peut pas s'amuser. Échauffement, muscu, chorégraphie et chant, comme les autres groupes de K-pop, les trois filles subissent un entraînement intensif, dans la plus pure tradition coréenne, boulot, boulot, boulot. Tous les jours, on commence dans les environs de 9h. Donc on répète les chansons, les chorégraphies. Et on finit dans les alentours de 20h, 21h parfois. Au début, je me suis dit, oh là là, je sais pas comment je vais faire pour tenir. Et puis petit à petit, en fait, on prend le rythme. Un rythme d'enfer qui laisse des traces. La coréenne Lise souffre d'une déchirure musculaire à la jambe, tandis qu'Olivia s'est abîmé la cheville. Je dirais que les blessures sont assez courantes dans les boys bands et dans les girls bands coréens. Parce que les chanteurs répètent leur chorégraphie de façon intensive. Ils doivent forcer beaucoup et certains abandonnent. Chez nous, par exemple, la quatrième fille du groupe est partie il y a quelques semaines parce qu'elle avait des problèmes de santé assez graves. Aucun état d'âme, il faut s'entraîner, il n'y a que ça qui compte. Ce jour-là, dernière répétition avant un concert prévu à Paris. Ah, je vais pas y arriver. Bonjour Paris, comme vous le savez, nous sommes sur place. Merci d'être là pour nous. Comme on le voit sur cette vidéo de promotion du groupe, les producteurs jouent à fond la carte Olivia la française. Ça fait partie du business plan. Don't worry, maman, papa. Vous inquiétez pas, il s'occupe bien de moi, je mange bien. Voici Martin Rowe, le producteur de The Gloss. Il le reconnaît bien volontiers, Olivia et le concert parisien sont là pour valider une double stratégie commerciale, rester fort sur le marché coréen et subjuguer les fans européens. Je pense que le public français va plutôt s'intéresser à Lise et Grace, parce qu'en Europe, on n'a pas l'habitude de voir des chanteuses asiatiques. Le public coréen, en revanche, devrait s'intéresser davantage à Olivia, parce que c'est inhabituel pour lui. Du business et une affaire d'État aussi. La K-pop s'exporte aux quatre coins du monde et fait vendre le Made in Korea. Du coup, Séoul s'est emparé du phénomène pour faire sa promotion. C'est par exemple une agence gouvernementale qui a financé le concert d'Olivia en France. L'État vient aussi de mettre sur pied une police touristique, sortie tout droit de l'univers du maître de la K-pop, Psy. Nous avons été habillés par le même styliste que Psy. Il a dessiné gratuitement les uniformes de notre nouvelle police. Et pour ceux qui n'auraient pas compris la récupération, l'État a décidé de mettre les points sur le Psy. En octobre dernier, pour la présentation officielle de la nouvelle police, les recrues ont évidemment interprété la danse du jockey, le nouvel hymne national coréen.
Comme tous les chanteurs formatés de la K-pop, Olivia vit en communauté avec ses acolytes. Et l'appartement est évidemment situé à 2 pas du studio. En plus des répétitions, la production leur concocte des cours de langue sur mesure. On a des cours de langue tous les jours, du lundi au vendredi. Lise étudie l'anglais, moi le français et Olivia le coréen. Par exemple, byok, ça veut dire mur. Yolda, c'est ouvrir. Et data, c'est fermer. Et sur mon lit, shimdae, ça veut dire lit. Improvisation et approximation sont bannies. Olivia et ses nouvelles copines sont là pour devenir des stars, comme leurs aînés. J'ai un peu les mêmes cheveux qu'elle, non? Elles sont super en concert. J'aime bien. Pour la plus grande gloire de leurs producteurs et de la Corée. Y aura-t-il assez d'ados hystériques pour assurer le succès de The Gloss dans le marché hyper saturé de la K-pop? Début de réponse ce soir à Paris pour leur premier concert européen. Des kilos de nouilles, des plâtrés de kimchi, des boulevards de hamburgers et des tas de gâteaux à on ne sait pas trop quoi. L'idée est de manger le plus possible devant une caméra et en direct sur le net. Ça fait un carton en Corée du Sud. 15 000 mangeurs et 500 000 spectateurs par jour. Cette nouvelle discipline porte même un nom, le mukbang, littéralement manger en ligne. Séoul, la capitale coréenne, en fin de journée. Voici Seoyeon Park, alias BJ Diva. C'est son pseudo de dévoreuse de nouilles, l'une des plus en vue du moment. C'est donc en manteau de fourrure et téléphone paillette à la main qu'elle se rend au supermarché pour préparer sa prochaine performance. Le show commence déjà pendant les courses. BJ Diva se filme en continu et diffuse de 8 à 12 heures de vidéo live par jour. Dites bonjour à la télévision française. Aujourd'hui, je vais me filmer en train de faire les courses au supermarché. Bonjour les amis. Après le passage en caisse, elle se précipite chez elle. Dans sa cuisine, elle aligne une quantité impressionnante de nourriture. En fait, à peine le repas d'un soir pour cette professionnelle du mukbang. Il est 19h. BJ Diva a tout préparé. Elle est maquillée, la webcam est prête, l'orgie peut commencer. Aujourd'hui, pieds de porc et bœuf mijoté aux champignons, que du léger. Ça, c'est du bibimbap. Je vais ajouter une cuillère de sauce piquante et de l'huile de sésame que ma mère a préparée. Regardez-moi ça. C'est vraiment de l'art. Si vous en mangez une cuillerée, c'est comme si vous savouriez le monde. En 4 heures de show, elle va en engloutir des kilos. C'est le secret de son succès, sa capacité à manger comme 4 sans jamais prendre un gramme. Pour la plus grande joie de ses parents, qui sont aussi ses managers et ses assistants caméra. Les docteurs disent que son estomac est parfaitement propre. Dans son cas, la nourriture ne reste pas trop longtemps dans son ventre. Papa, tu n'es quand même pas en train de parler de ma digestion. Le principe du mukbang, pendant que BJ Diva se goinfre, les internautes réagissent en direct. Et surtout, s'ils aiment le show, ils peuvent lui offrir de l'argent. La star a l'art et la manière de dire merci. Résultat, la gloutonne fait le plein de cash, 15 000 € par mois. Mais c'est aussi pour elle une façon de combler sa solitude. J'aime le mukbang. Si je n'avais pas cet espace, je n'aurais plus d'espoir. C'est comme une cour de récréation, où les gens qui m'aiment sont rassemblés autour de moi. Sous la neige, nous avons retrouvé l'un des adeptes de sa cour de récréation virtuelle, Bo Wan-yoon, un célibataire de 30 ans. Il dîne avec elle tous les soirs. Enfin, presque.
Quand je m'installe pour le dîner et que je me connecte sous mon nom d'utilisateur, elle me fait signe. Je lui dis que je mange des œufs, par exemple, et elle me répond « Bon appétit ». J'ai vraiment l'impression de communiquer et de dîner avec elle. Là encore, une histoire de solitude comblée par cette amitié virtuelle. Une amitié payante pour ce modeste employé d'une entreprise de sécurité. J'essaye de la soutenir quand je regarde le show. Mais je ne peux pas me permettre de lui donner beaucoup d'argent. J'envoie 7 ou 15 euros, mais certaines personnes lui donnent jusqu'à 375 euros. Mais pour une fois, Bo Wan-yoon va entrer dans le réel. Dans quelques jours, il rencontrera son idole, dans un restaurant évidemment. Direction Daejeong, à 2 heures de Séoul. C'est là que se trouve la version bodybuildée du mukbang. Bonjour, je m'appelle BJ Bands. Je ne mange pas seulement de grandes quantités de nourriture. Je fais aussi beaucoup de sport et je suis plutôt bien bâti. C'est vrai. Il faut dire qu'il fait entre 6 et 10 heures de sport par jour et aussi donc 3 heures de show. S'il est classé dans le top 20 des mukbangs les plus populaires du pays, BJ Bands est parti de rien. À ses débuts, il doit même enchaîner les petits boulots juste pour payer les ingrédients de ses performances. Au début, en 2013, je n'avais pas beaucoup de spectateurs. Peut-être 2 ou 3 seulement. Leur nombre a augmenté au fur et à mesure. Je venais à peine de commencer mon show sur Internet et j'ai essayé de manger 70 yaourts d'affilée. Mais ma performance n'a intéressé que 4 ou 5 personnes. Désormais, il attire des milliers de personnes à chacun de ses repas. Et il a des sponsors, comme les athlètes. Se goinfrer en ligne est devenu un métier et un gros business. Nous retrouvons BJ Diva. La jeune fille modeste est devenue une star. Aujourd'hui, elle doit participer à un talk show sur SBS, l'une des plus grandes chaînes coréennes. Une assistante la briefe à quelques minutes du direct. Quand vous êtes devant votre ordinateur, vous communiquez avec le public à votre rythme. Ici, à l'inverse, c'est l'occasion d'être face à face avec vos fans. Une édition spéciale présentée par l'animateur vedette de la chaîne. Il est déjà conquis. Cette émission est entièrement consacrée au mukbang, une forme de consécration pour ces mangeurs professionnels. Vous avez 5 minutes pour nous montrer de quoi vous êtes capable. Faites comme si vous étiez sur Internet. On verra qui de vous est le meilleur. Le passage à la réalité a été un peu difficile pour BJ Diva. Avec ses pains perdus à la française, elle n'a pas gagné cette petite compétition. Mais pas le temps de lambiner dans les studios. Elle doit aller à la rencontre de ses fans, en chair et en os. Ce soir, la princesse du mukbang organise un dîner avec ses adeptes virtuels. Ah, Kyo, c'est toi, comment vas-tu? Une soirée où l'on fait comme si on était amis. Bo Wan-yoon est là comme prévu. Il parle de son régime. Quand on lui a dit qu'il ressemblait à ce gros chanteur la dernière fois, il a eu un tel choc qu'il s'est mis au régime. La meilleure opération de chirurgie esthétique, c'est le régime. J'ai fait un test et je dois encore perdre 7 kilos. Waouh, 7 kilos! Tu viendras dans mon show quand ce sera fait. J'organise des dîners de fans parce que j'ai le sentiment d'être plus proche des gens quand je les rencontre. Je deviens une sorte de grande sœur pour eux. Après, j'imagine qu'ils doivent se sentir plus à l'aise quand ils regardent mes performances sur Internet. Tout le dîner est filmé et diffusé en direct sur Internet, bien évidemment. Et quand les autres amis de BJ Diva envoient de l'argent, toute la table les félicite d'un grand poupou. Le virtuel rattrape la princesse des repas et ses fans, trop habitués sans doute à manger seuls avec leur ordinateur. Ils finissent le dîner ensemble, mais chacun devant son écran.